Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter le fruit de plusieurs années de réflexion et de demande des Gilets jaunes sur un changement de système politique qui pourrait servir de base pour la création d'ateliers. Il permettrait d'affiner la réflexion en utilisant l'intelligence collective citoyenne qui ne pourra qu'aboutir à un résultat amélioré. Le but de cette présentation est de démontrer que les modifications du système existant d'une part et l'adjonction de structures citoyennes d'autre part permettra in fine à la population de décider et au gouvernement d'exécuter les demandes du peuple. Voici une citation fort instructive. Une émeute est le langage de celui qui n'est pas entendu. Oui, vous allez voir que la mise en pluriel va nous amener tout naturellement aux gilets jaunes. Une émeute est le langage de ceux qui ne sont jamais écoutés, donc devenus invisibles aux yeux des pouvoirs. Seules les Françaises et les Français se sont rendus visibles grâce aux gilets jaunes. Du coup, le peuple devenant visible et revendicatif, le pouvoir en a eu peur, car il a compris que ce que veut la population, c'est de se prendre en main pour un meilleur avenir dans le respect et la dignité pour toutes et tous. Il faut donc passer par une sorte de passation du pouvoir, et ça, aucun politicien ne le supporte. Nelson Mandela a prouvé que lorsque les deux camps veulent vraiment discuter et trouver une solution gagnant-gagnant, c'est possible. Qui dit gagnant-gagnant dit écoute, respect et dignité entre les parties en présence. Encore faut-il que le pouvoir politique accepte de donner le pouvoir au peuple. Vous comprendrez avec cette présentation que le changement de système n'a rien à voir avec le communisme. J'insiste bien sur le fait que tous les problèmes sociaux ou de société peuvent être résolus par l'intelligence citoyenne, et même ceux liés aux banlieues. Vous avez sûrement encore en tête comment le gouvernement Macron a balayé d'un revers de la main le plan Borloo pour les banlieues. Plan qui avait suscité tellement d'espoir chez les maires et les associations. Si on veut régler un problème, il faut le prendre à bras-le-corps et s'en donner les moyens humains et financiers. Mais pour que ça réussisse, il faut s'assurer que la population locale soit partie prenante de A à Z du changement et de son destin. A à Z s'entend tous les processus depuis le début jusqu'à la fin, ce qui comprend les idées de départ, l'élaboration des projets, les mises au point par des délibérations ou discussions, les décisions par vote, la mise en place ou choix des entreprises et le contrôle de la mise en application. Une des bases des relations humaines harmonieuses sont une vraie écoute, le respect mutuel et le respect de la dignité de chacune et de chacun. S'il n'y a pas d'écoute, comme on le voit avec les gouvernements successifs, et s'il n'y a pas de respect, comme on le voit avec le gazage et le matraquage de la population, alors il ne peut pas y avoir de solution viable et acceptée par toutes et tous. Le système vertical est utilisé par la grande majorité des démocraties avec un Macron au top qui décide de tout et en bas le peuple qui doit supporter tous les désagréments d'une politique néolibérale et d'une déconstruction quasi systématique des acquis sociaux de nos sociétés. Et tout ceci à l'encontre de l'écrasante majorité de la population en faveur d'une minorité de nantis. A contrario, avec le système horizontal, c'est le peuple qui décide de tout et c'est le gouvernement et les fonctionnaires qui exécutent les instructions données par la population. Mais attention, car dans certaines démocraties,
le participatif est détourné en ne contenant le peuple qu'à améliorer les idées de base proposées par le gouvernement ou la mairie. Mais la décision et le suivi échappent à la population et ça, ce n'est pas envisageable dans une vraie démocratie. Quand on parle de grandes entreprises, on pense souvent aux multinationales qui ne s'intéressent qu'à enrichir les actionnaires en ne se souciant pas des fournisseurs et encore moins s'ils viennent de pays en voie de développement, ni des consommateurs qui reçoivent des produits avec de l'obsolescence programmée et plein de produits chimiques mauvais pour la santé et même dangereux pour le long terme. Au sujet des lobbyistes, je vous conseille vivement de voir l'émission Cash Investigation sur le lobbying chez les parlementaires. C'est vraiment instructif et on voit comment on se fait toutes et tous manipuler par nos politiciens qui sont censés nous représenter et qui pour la plupart roulent pour les grandes entreprises. Les politiciens font semblant de s'intéresser à la population uniquement pour être élus. Après, ce sont les lobbyistes qui prennent la main et poussent les gouvernements en fonction des intérêts des grandes entreprises. Et ça ne peut plus durer, d'où un changement de système politique absolument nécessaire. J'insiste bien à tous les niveaux. Je vous suggère aussi de voir Marina Leda dans Wikipédia pour plus d'informations sur un village qui vit dans l'horizontalité politique depuis plus de 40 ans et ça fonctionne très bien. Je profite de l'actualité toute récente qui me donne une occasion en or de développer un peu plus vite que prévu le système horizontal dans le cadre de cette présentation. Mais ça vous aidera à mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce puissant système horizontal illustré par un exemple détaillé et concret. Partant de l'idée de base, comme quoi l'horizontalité donne le pouvoir de décider de tout à la population et le gouvernement doit s'exécuter. Ce dernier devant juste gérer l'urgence en temps réel comme avec des attentats, le coronavirus, ou les affaires étrangères urgentes, mais pas les accords internationaux qui devront être approuvés par la population dans tous les cas par votation. L'actualité me démontre que même le coronavirus aurait été traité 1000 fois mieux par une assemblée citoyenne dédiée. On verra en deuxième partie comment fonctionne une assemblée citoyenne et ses moyens financiers. Ça coule de source que de penser qu'une assemblée citoyenne aurait mandaté l'expertise de scientifiques non liés au groupe de l'industrie médicale et demandé directement à un échantillon représentatif d'hôpitaux, de pharmacies et de médecins indépendants pour connaître les besoins en masques, en gel hydroalcoolique, en thermomètre laser et en respirateur artificiel en cas de pandémie. L'Assemblée citoyenne aurait aussi questionné les besoins du côté de la police, des douanes, de l'armée, des entreprises en contact avec de la clientèle, etc. Vu l'expérience de ce qui s'est passé en Chine, dès que le coronavirus a commencé à atteindre l'Europe, l'Assemblée citoyenne aurait ordonné au gouvernement de commander tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que les stocks stratégiques soient prêts. Dès que la situation s'est aggravée en Italie, elle aurait ordonné au gouvernement de contrôler toutes les frontières avec l'Italie et de protéger les fonctionnaires des douanes avec des masques, des gants et de les équiper de thermomètres. Comme vous le voyez, une assemblée citoyenne n'étant pas tributaire des stratégies politico-politiciennes aurait agi dans le but unique de protéger la population et l'industrie française. Or, le gouvernement Macron n'a rien fait pendant qu'il était encore temps.
Au contraire, il a même envoyé 17 tonnes de matériel de protection médicale à la Chine le 19 février, avec des masques, des gants, des produits désinfectants et des combinaisons de protection qui ont si cruellement manqué au monde médical. À l'évidence, une assemblée citoyenne n'aurait jamais autorisé le gouvernement à prélever un tel matériel dans les stocks stratégiques. Même le citoyen lambda aurait compris l'enjeu de la situation. Juste une petite parenthèse pour dire que la Suisse n'a pas fait mieux que la France au niveau de ses frontières avec l'Italie. Par contre, il semblerait qu'elle a mieux géré ses stocks stratégiques. Pour revenir à l'horizontalité, résumons d'une manière générale que le peuple décide et contrôle tous les processus de A à Z, aussi bien pour la demande de début, l'étude, la décision et le suivi de la mise en application par le gouvernement. Pour que vous vous rendiez compte de l'incroyable puissance de l'intelligence collective, je vais vous donner 2 exemples. En Chine, les ingénieurs gagnent 10 à 15 fois moins qu'un ingénieur en Occident. Pour le coup, les entreprises chinoises peuvent faire travailler 10 ingénieurs ensemble contre un seul en Occident. Entre 10 ingénieurs, ils peuvent se partager les idées pour voir comment résoudre des problèmes complexes. Il est évident que c'est beaucoup plus efficace. On le voit avec la 5G, où ils ont réussi là où les Occidentaux n'ont toujours pas réussi à maîtriser cette nouvelle technologie en 2020. Deuxième exemple, les nouvelles centrales nucléaires françaises EPR, qui ont tellement de peine à être finalisées à cause de différents problèmes techniques difficiles à résoudre. Pourtant, les Français ont construit plusieurs centrales de ce type en Chine et les Chinois ont résolu les problèmes techniques et les centrales fonctionnent. Les Français ont été obligés de montrer leur savoir-faire et leur technologie aux Chinois. Mais ces derniers se gardent bien de dire aux Français comment ils ont réussi à résoudre les problèmes techniques. Voilà 2 exemples parmi tant d'autres qui montrent que l'intelligence collective donne de bien meilleurs résultats. Les grands groupes ne pensent qu'à gagner de l'argent pour satisfaire l'appétit insatiable des actionnaires sur le dos de leurs fournisseurs et au détriment des clients finaux. Par exemple, le plus criard c'est l'attitude vis-à-vis des paysans. Les grands groupes chimico-agroalimentaires font des milliards de bénéfices et les paysans crèvent les uns après les autres et ce, presque dans l'indifférence générale. Ce ne sont pas des aides que les paysans veulent, mais qu'on valorise leur travail et qu'ils puissent en vivre et non pas juste survivre grâce aux aides. En Suisse, dans les années 50, le budget moyen pour la nourriture était de 37%. De nos jours, il n'est plus que de 7%. Ce n'est absolument pas normal. Je suis sûr que l'intelligence collective trouvera des solutions à tous les désordres sociaux et humains de nos sociétés. Je ne prétends pas vouloir éliminer les grandes entreprises, mais il faut qu'elles arrêtent de nous mener par le bout du nez. C'est à la population de décider ce qui est bien pour la majorité. Les PME sont celles qui créent le plus d'emplois, et ça se chiffre à plusieurs millions, contre quelques milliers, par grande entreprise. Les lois doivent donc protéger les PME et les aider à se développer. Les pays en voie de développement utilisent des travailleuses et travailleurs que l'on pourrait qualifier d'esclaves modernes, qui, soit dit en passant, sont moins bien traités que les vrais esclaves du passé. Car à part le manque de liberté, ils étaient nourris, logés et blanchis. De nos jours, les aumônes, car on ne peut pas parler de salaire, que reçoivent les esclaves modernes, ne leur permettent que de vivre dans la misère. Pour nous, les consommateurs, ça fait des prix pas chers. Des prix si bas
que ça frise l'indécence. Cessons de ne vouloir que ce qui est le moins cher, mais achetons moins et plus responsable, ou encore mieux, achetons de la seconde main. De plus, c'est mieux pour notre peau, notre mental, notre santé en général, et aussi, pour les personnes fragiles, qui pourront être aidées par les associations, qui vendent les articles. Cerise sur le gâteau, n'oublions pas, que les méfaits sur notre planète, pourraient un peu diminuer. Une fois de plus, les multinationales, font des milliards de bénéfices, sur le dos de la misère des uns, et grâce à la frénésie, obsessionnelle, d'achat, des autres. Alors, je réitère ma proposition, acheter de la seconde main, et tout ira mieux pour tout le monde, avec moins de produits chimiques qu'on respire, à cause des meubles, et des habits neufs. Nous aussi nous avons nos esclaves modernes, avec l'ubérisation, de nos sociétés. Donc, j'espère que les décisions prises par l'intelligence collective, tiendront aussi compte de tout ce qui vient d'être dit. L'introduction étant finie, là on va passer rapidement sur les différents points qui seront traités plus en détail dans la deuxième partie de cet exposé. Ça vous permettra de vous faire une vue d'ensemble sur les sujets qui seront touchés par ce nouveau système politique. Ce nombre représente le tiers du poids décisionnel dans les parlements pour le peuple. Évitera les magouilles politico-politiciennes entre partis politiques. Interdire les lobbyistes, c'est l'évidence. Ils ne font que de la manipulation et du chantage aux politiciens, et ça, ce n'est plus acceptable. On verra plus tard la nature des interdits. Par non élus, on verra que ça touche aussi les instituts de recherche, les universités, etc. Ce remplacement est fondamental pour le bon fonctionnement du nouveau système politique, au même titre que la création des assemblées citoyennes. Comme son nom l'indique, cet organe servira à contrôler si l'État est en mesure d'assurer le respect d'une nouvelle loi. La maison citoyenne sera le centre névralgique de tout ce nouveau changement de système politique. Puis finalement, on verra notre fameux RIC. Voilà pour l'introduction et la vue d'ensemble. Dans les faits, ça va nous permettre d'approfondir les points qui viennent d'être présentés pour une meilleure compréhension du mécanisme de fonctionnement de ce nouveau système politique. Dans les parlements, il y aura des volontaires, tirés au sort, pour lire les avis écrits par les internautes. Elles et ils ne sont pas à proprement dit des parlementaires et ne voteront donc pas dans les hémicycles, mais par Internet comme tout le monde. Mais on peut aussi imaginer d'autres manières de répartir les sièges. Au lieu d'un pourcentage fixe, la valeur pourrait être variable, par exemple entre 5 et 45% en fonction du nombre de votantes et votants qui ont réellement participé au vote. Le plancher et le plafond restent à définir. Voyons quelques exemples pour imaginer cette variation. Au début 2020, il y avait 47 millions de votants inscrits. Si l'on prend 0,5%, ça nous donnerait 117 500 personnes. Donc ce chiffre serait le 100% théorique. Supposons que les participantes et participants aux ateliers décident de plafonner à 55%. Donc pour avoir 50% du Parlement, pour le peuple, il faudra qu'il y ait au moins 58 750 votantes et votants. S'il y en a moins, le pourcentage pourrait se situer entre 5 et 49%. S'il y en a plus, le pourcentage pourra augmenter jusqu'à un plafond de 55%. Ce qu'il faut retenir, c'est soit on fixe un pourcentage fixe de 33%,
quel que soit le nombre de votantes et votants, soit on le rend proportionnel au nombre total des personnes qui ont voté. Dans ce cas, pour les grands débats de société, la majorité absolue pourrait être atteinte par le peuple. Si les gens n'ont pas Internet ou préfèrent voter en mairie, ce sera aussi possible. Tout ce qui est voté dans un parlement sera aussi voté par la population. Cette période de latence doit permettre à la population d'avoir le temps de se renseigner. Par exemple, il pourrait y avoir un site TV dédié qui montrera toutes les interventions en live et en différé. Chaque intervention pourra être vue séparément. Du coup, on pourra, par exemple, choisir un député à qui on a confiance et écouter son argumentation. Aussi un opposant, et voir si ça tient la route ou pas. Pendant ce temps de latence, le Parlement aura déjà voté, mais personne ne connaîtra le résultat du vote. Il ne sera connu qu'au terme de la période de latence. Voilà, je pense que 48 heures pourrait être suffisant. Pourquoi tous les bâtiments publics? C'est juste pour éviter que les lobbyistes ne se mettent à louer des salles à la mairie, la salle des fêtes, dans les écoles, etc. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les interdire complètement. L'important sera surtout de ne pas leur permettre d'envahir les lieux de pouvoir. Ça, c'est bon à savoir. Pour le coup, les 20% restants viennent des milieux associatifs. Mais la différence, c'est que les 80% ne pensent qu'à favoriser leur employeur pour qu'ils puissent assurer des profits maximum et le plus longtemps possible aux actionnaires. Par contre, les 20% restants ne pensent qu'à protéger les intérêts de la majorité de la population ou de protéger des minorités populaires qui souffrent. Je réitère mon conseil de visionner l'émission Lobbying chez les parlementaires. On va voir plus tard que les grandes entreprises vont quand même pouvoir donner leurs avis, idem pour les ONG et les associations. Ils feront un rapport qui sera reçu par les commissions ou assemblées citoyennes. Les non-élus sont les ministres et leurs entourages, les hauts fonctionnaires, les centres de recherche, les chercheuses et chercheurs, les universités et les professeurs d'université. Toutes ces informations doivent être visibles sur Internet et accessibles à toute la population. Les commissions parlementaires sont mandatées par le gouvernement pour étudier la création d'une nouvelle loi ou pour modifier des lois. Dans certains pays, comme la France, le gouvernement peut aussi le faire directement. Dans le cadre du nouveau système politique, le gouvernement devra toujours passer par des commissions citoyennes pour créer ou modifier des lois. Il ne pourra donc plus le faire directement. Toujours dans le cadre du nouveau système, les commissions citoyennes auront les mêmes tâches que les commissions parlementaires. Que ce soit des parlementaires, comme aujourd'hui, ou des citoyens, ils et elles seront toujours entourés par des professionnels pour écrire les textes juridiques sous la supervision des citoyennes et citoyens. Dans un premier temps, les commissions citoyennes se trouveront, comme c'est déjà le cas pour les commissions parlementaires, physiquement proches du pouvoir. De nos jours, les commissions parlementaires sont noyées sous une multitude de rapports provenant des entreprises en plus des pressions exercées par les lobbyistes. Les parlementaires ne peuvent que favoriser le point de vue des multinationales. Bien entendu, ce n'est pas acceptable dans une démocratie digne de ce nom. A contrario, les commissions citoyennes pourront recevoir au maximum qu'un rapport des entreprises, un autre des ONG ou associations, et un troisième du gouvernement, ce dernier étant facultatif. Le budget servira à payer une étude à une université ou un institut de recherche. C'est là qu'on voit qu'au niveau des non-élus, il est nécessaire d'être transparent dans les revenus et les biens. Car si une commission travaille, par exemple, sur l'alimentation à la population
et qu'une université est soutenue par des groupes chimico-agroalimentaires, il ne sera pas possible de lui demander une étude. Il faudra trouver une autre université qui dépendra moins de tels financements privés. Avec ces 4 rapports, les commissions citoyennes auront toutes les cartes en main pour concocter des lois qui satisfassent le peuple et les entreprises. Les assemblées citoyennes auront aussi un budget conséquent, car elles fonctionnent exactement de la même manière que les commissions citoyennes. La principale différence entre une commission et une assemblée citoyenne réside dans le demandeur d'ordre. Les commissions sont mandatées par le gouvernement et les assemblées seront mandatées par la population. Par contre, toutes les deux seront créées par la maison citoyenne. La population aura la possibilité d'inscrire leurs idées sur un site dédié. Les internautes pourront liker ou pas ces idées. Lorsque des sujets sortiront du lot, la maison citoyenne créera une assemblée citoyenne pour traiter et donner une solution, ou créer ou modifier une loi pour régler le problème en question. Comme son nom l'indique, c'est un organe qui contrôle l'État et non pas la société civile. En fait, cet organe s'assure que les instances administratives soient capables d'assurer le respect de la nouvelle loi qui vient d'être votée. Elle vérifiera que les ressources financières et humaines sont suffisantes pour accomplir la tâche supplémentaire qu'engendre la nouvelle loi. Si nécessaire, elle aura aussi le pouvoir de réorganiser l'administration pour une plus grande efficacité de celle-ci. L'intelligence collective décidera s'il faut créer ce nouvel organe de contrôle ou si l'Assemblée citoyenne, qui a créé ou modifié la loi, se chargera aussi de ce contrôle. Comme déjà indiqué, cette maison est vraiment la colonne vertébrale de tout le nouveau changement de système, car elle va gérer la création des commissions, des assemblées, des organes de contrôle et même la maison citoyenne dont l'indépendance sera assurée par des tirages au sort que l'on va voir après. Elle gérera aussi différents sites internet comme celui qui permettra à la population de poser leurs idées et les conditions pour qu'une assemblée citoyenne soit créée. Elle gérera aussi les sites qui montreront l'avancée des travaux de chaque commission et assemblée pour une transparence totale. Un autre site pour lister les biens et les revenus, etc. Ici se trouve un des points capitaux de l'efficacité des commissions, des assemblées, des organes de contrôle et de la maison citoyenne. Le tirage au sort des citoyennes et citoyens. On a bien vu, dans les ronds-points, que tout le monde arrivait à avoir des avis sur presque tout. Mais certaines personnes pourraient craindre de ne pas être à la hauteur ou d'avoir des difficultés à s'exprimer devant d'autres personnes ou ne pas avoir suffisamment de connaissances sur les outils informatiques utilisés, etc. Pas de souci, car des cours seront offerts pour permettre à la population de participer à la vraie démocratie. De plus, du matériel sécurisé sera de toute manière mis à la disposition. Seules des situations sévères justifieraient le refus d'un citoyen à vouloir participer à la vie de la vraie démocratie horizontale. Pour aider à garantir une harmonie de travail respectueuse, on pourrait imaginer une charte de conduite entre les citoyennes et citoyens au sein du groupe de travail. Comme point de départ, vous pouvez vous inspirer avec le fichier dénommé écoute-respect-dignité.pdf. En contrepartie de l'obligation de servir la nation, une assurance perte de gain serait mise en place pour assurer le salaire des citoyennes et des citoyens. Quoi qu'il en soit, tous les frais justifiés seront remboursés. Et on arrive au RIC. Alors commençons par une question de vocabulaire. En Suisse, on parle toujours de démocratie directe, mais c'est faux, car le peuple ne participe ni à la définition des lois,
ni au vote des amendements, ni au vote de la loi. Le peuple ne pourra se prononcer que s'il y a un référendum qui est lancé par quelqu'un. On a donc bien affaire à une démocratie indirecte ou ultime. Je tiens à préciser ce point pour éclaircir le fait qu'une démocratie directe est une démocratie de A à Z et non pas uniquement Z. Finalement, le vocabulaire peut paraître secondaire face à un tel outil qui est indispensable à toute démocratie qui se respecte. Pour éviter toute confusion, je continuerai à utiliser la terminologie connue de toutes et de tous qui est la démocratie directe. Ce sera le changement de système qui rendra à la population la vraie démocratie directe. Le RIC restera un ultime moyen de s'opposer à une loi ou pour révoquer un élu ou pour tout changement dans la Constitution. De nos jours, ce qui existe c'est le RIP, RIP, mais seul le RIC, RIC, est vraiment démocratique. Voyons ça de plus près. C'est vraiment incroyable, mais après moult recherches, j'en suis arrivé à la conclusion que le RIP n'est rien d'autre qu'une simple pétition, compliquée à faire aboutir. Je m'explique, et je vais essayer de faire au plus vite. Un parlementaire doit faire une proposition de loi. Au moins, 1/5 des parlementaires doivent soutenir le projet de loi. Le Conseil constitutionnel doit vérifier que le thème choisi entre dans le cadre des thèmes qui peuvent être traités par un RIP. Si tous les points vus ci-dessus sont conformes, alors le Conseil constitutionnel inscrit son avis favorable à la feuille d'avis officielle. C'est à partir de cette date que pourra commencer la récolte de signatures, durant un laps de temps de 9 mois. Le total de signatures doit correspondre à 10% de la totalité des personnes qui peuvent voter. Ce qui correspond à 4,7 millions de signatures. Un nombre astronomique. En supposant qu'il y ait eu 4,7 millions de personnes qui ont soutenu le RIP, alors les deux chambres doivent se saisir de la proposition de loi, dans un délai de 6 mois. Une des deux chambres peut tout simplement rejeter le projet de loi, et du coup il n'y aura pas de vote populaire. C'est ce point qui me fait dire que le RIP est une sorte de pétition. Si les deux chambres acceptent le RIP, alors la population pourra voter. Si les deux chambres ne se sont pas emparées au moins une fois du sujet, dans le délai imparti de 6 mois, alors le président de la République doit faire voter le projet de loi par le peuple. Ça donne vraiment l'impression que le RIP a été créé pour qu'il n'aboutisse jamais à un vote populaire. Par contre, si le gouvernement veut faire voter la population, là il n'y a plus d'embûche. Il peut faire ce qu'il veut. Là, déjà il y a une grande différence, par rapport au RIP. Sans compter que le RIC devrait pouvoir être proposé par n'importe quel citoyen ou citoyenne, et devant récolter 1% de signatures. C'est-à-dire 470 000. Certaines personnes croient que si l'on permet à des gens de créer un RIC, il y aura des millions de RIC à voter. C'est totalement faux. En Suisse il n'y a eu qu'un peu moins de 200 référendums, depuis 1874, et un peu plus de 220 initiatives, depuis 1891. Pour créer une nouvelle loi. Modification d'un ou de plusieurs articles de la loi. Élimination d'une loi. Ce point est très utile contre les élus qui traînent des pieds dans l'application de la volonté populaire, ou qui font en sorte que les applications ne soient pas suivies de contrôle, etc. L'avis de l'organe de contrôle citoyen de l'État pourrait être déterminant, pour décider ou pas de lancer un RIC, contre un élu. En Suisse ce point n'existe pas. Sauf pour un canton qui permet aussi la révocation des élus.
En résumé, on peut dire que dans le nouveau système politique, le RIC sera utilisé pour révoquer un élu, ou comme dernier recours contre une loi, ou pour toute modification de la Constitution. Par contre, pour toute modification, ou création d'une loi, ça passera par une assemblée citoyenne, demandée par le peuple, à travers un site dédié, de la maison citoyenne. En gros, les différences principales, entre ces deux RIC, c'est que le référendum se réfère à une loi, qui vient d'être acceptée par les parlements, mais qu'on n'en veut pas. Du coup, on lance un référendum, contre cette loi. À l'échelle française, ça correspondrait à récolter 440 000 signatures, en 100 jours, pour 47 millions d'inscrites. Par contre, l'initiative permet d'imposer un concept, ce qui correspond à une modification de la Constitution, ou d'imposer une loi au gouvernement, qui ne voulait pas entrer en matière. Vous remarquerez en passant, qu'avec le nouveau système politique, on voit que la création d'un concept, ou d'une loi sera plus facile, en passant par une assemblée citoyenne. Pour le coup, avec ces assemblées, ce sera plus efficace, plus rapide, et donc, bien mieux qu'en Suisse. À l'échelle française, ça correspondrait à récolter 880 000 signatures, en 18 mois. Comme déjà dit au début, on a affaire à un vote ultime, car le peuple n'a participé à aucune délibération pour la création de la loi, ni pour les amendements, ni pour le vote final de la loi au Parlement. Pour toute modification de la Constitution, le vote est dit automatique, ce qui veut dire que dans tous les cas, le peuple devra voter. En clair, il est impossible de modifier la Constitution sans l'accord du peuple. Lors d'un référendum dit automatique, il n'y a pas de récolte de signatures. Dans le système actuel suisse, l'initiative est un outil très puissant, pour la société civile. Le but étant d'obliger le gouvernement à agir. Soit parce qu'il traîne les pieds, soit parce qu'il ne veut pas entrer en matière. Mais, là aussi, la population n'est, généralement, pas partie prenante, dans le processus de création de l'initiative. Ce sont des élites, qui concoctent les textes, et pour le coup, le peuple n'est pas forcément bien au courant, et dans l'incertitude, il préfère refuser le changement proposé. Mais par contre, ça crée le débat public, et les mentalités pourront évoluer plus rapidement. Dans le nouveau système politique, que l'on est en train de voir dans cet exposé, les initiatives ne seraient plus nécessaires. Car les propositions seront faites sur le site internet de la maison citoyenne, là où les citoyennes et les citoyens proposent de nouvelles idées, et si elles récoltent suffisamment de likes, elles seront automatiquement prises en compte par la création d'une nouvelle assemblée citoyenne dédiée. Là, je vais parler de quelques améliorations qui pourraient être apportées dans le futur. J'ai voulu partir du système tel qu'il existe vers un système où seules quelques modifications ou améliorations permettent déjà au peuple de décider pour que le gouvernement s'exécute. Les résistances seront déjà fortes, alors plus on ajoute des conditions, plus les résistances deviendront virulentes. De toute manière, ce sera l'intelligence collective citoyenne qui décidera de notre futur et je lui fais confiance, au contraire des politiciens. Lors de ma première conférence sur le changement de système politique, Étienne Chouard me souffla à l'oreille. Et pourquoi pas 100%? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Mais commençons déjà avec 33% ou 5 à 55%, pour éviter l'extrême colère de ceux qui tiennent à tout prix à garder le plein pouvoir de la représentativité parlementaire. Historiquement, les commissions travaillaient proches du pouvoir, et ça peut être un problème. Donc, à terme, les commissions devront se trouver n'importe où sur le territoire et interconnectées par de la vidéoconférence, comme pour les assemblées citoyennes.
Cette fin de présentation va peut-être vous sembler hors de propos, par rapport au sujet qui nous occupe, et qui est le changement de système politique. Eh bien non, détrompez-vous, tout est lié, car les dangers qui nous guettent sont sournois, et font que le changement de système sera d'autant plus difficile à réaliser. D'un autre côté, pour notre propre protection, et celui des mouvements populaires, le fait de s'humaniser, par la bienveillance et la positivité, nous aidera à réussir notre mission, de changer le système politique de la France, et in fine, celui du monde. Pour ce faire, ça demande un état d'esprit constructif, dans le respect de soi, et dans le respect des autres. C'est donc ça, que je vais essayer d'insuffler, à partir de maintenant. Avant tout, ne perdons jamais de vue les bases fondamentales de notre principal but, qui sont de vivre sereinement, dans la dignité et en paix. Ce rappel étant dit, je vais commencer par passer en revue quelques points généraux sur les dangers que représentent les réseaux sociaux pour nous et tous les mouvements populaires. Je pense que les différents points qui vont être vus sont très importants, car les multinationales et les gouvernements travaillent à fond avec les réseaux sociaux pour influencer les populations et aussi pour casser les liens entre les gens, pour, in fine, casser les mouvements populaires. Les grands médias de l'écrit et de l'audiovisuel sont déjà entre les mains des grands groupes et des milliardaires. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui sont manipulés. Demain, ce seront les caméras de surveillance et le Big Data ou Big Brother qui seront utilisés à fond contre les personnes et les mouvements sociaux populaires. Vous avez toutes et tous encore en tête Cambridge Analytica, cette entreprise anglaise, spécialisée dans, entre guillemets, les manipulations électorales, a réussi à faire élire Donald Trump, même si Madame Hillary Clinton avait 3 millions de voix en plus. Cambridge Analytica avait réussi son job en faisant pencher la balance de quelques États indécis. Oui, méfions-nous, car les gouvernements, avec l'argent de nos impôts, et les multinationales, utilisent à fond ce type d'entreprise qui usent et abusent de ces nouvelles technologies, pour influencer les indécis, et s'émet la zizanie, entre les membres des mouvements populaires. Ça va jusqu'à jeter le discrédit sur certains, ou en appuyant là où ça fait mal. On a toutes et tous nos points faibles, et avec le Big Data, ils pourront tout savoir sur nous. Vous aurez compris que par manque de place, la fin du diapositive est « Protégez-vous et protégez votre volonté d'agir ». Ceci étant dit, je vous conseille de ne jamais tenir compte des critiques quelles qu'elles soient, surtout si elles sont agressives. Éliminez-les. Ne gardez que ce qui est constructif et utile pour vous et à la bonne marche du mouvement. Mais vous, soyez indulgents vis-à-vis des autres, peu importe s'il y a des gens qui font des erreurs. Tout le monde sait que l'erreur est humaine. Donc, je me répète, ne critiquez personne, et éliminez toutes les critiques qui pourraient sortir de votre part, et qui font inutilement mal. Personne n'est parfait. Et n'oubliez jamais, qu'en critiquant, on joue le jeu du gouvernement Macron, et des grands groupes. La force des gilets jaunes, c'est justement de s'accepter tel qu'on est, et acceptons aussi les autres tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. Là, se trouve la clé du respect aux autres. Chacune et chacun doit pouvoir être ce qu'elle est, ou ce qu'il est, sans se prendre la tête. Soyons zen pour soi-même, et pour les autres. Un document intitulé Écoute Respect Dignité.pdf devrait vous aider. Oui, pour revenir aux aspects positifs des réseaux sociaux, ils nous aident à nous organiser, à échanger des connaissances, à nous tenir au courant, pour savoir ce qui se fait, et pouvoir agir ensemble. Je viens de parler de connaissances, mais c'est justement par ce biais que les gouvernements et les multinationales font tout pour nous intoxiquer, et pour tenter de nous démoraliser, en espérant l'anéantissement des mouvements sociaux. Alors attention!
Les outils utilisés pour leurs méfaits sont les publicités ciblées, les articles tendancieux, et j'en passe et des meilleurs. Donc, s'il vous est possible de bloquer les pubs, faites-le, ce sera déjà ça de gagner. Si ce n'est pas possible, alors je demande à toutes les programmeuses et programmeurs de la planète de créer des applications efficaces pour les bloquer. Merci d'avance pour nous aider à rendre le monde meilleur. Pensez aussi à bloquer les publicités sur vos téléphones et vos ordinateurs. Toutefois, quoi qu'il arrive, essayons de rester zen en toutes circonstances et aidons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Communiquons avec de la bienveillance dans nos écrits, nos paroles et nos actes. Tout sera tellement plus simple pour nous et pour tous les autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayons. On ne perd rien pour essayer, n'est-ce pas? Quelques citations pour nous faire du bien et qui vont nous aider à nous rappeler que d'autres gilets jaunes, de par le monde et aussi bien de chez nous, ont œuvré par le passé. Nous ne sommes donc pas les premiers et j'espère qu'on ne sera pas les derniers. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. C'est ça la force des Gilets jaunes, d'avoir été capables de s'être mis en avant, malgré nos défauts et nos faiblesses, pour crier haut et fort l'injustice qui frappe nos peuples d'ici et d'ailleurs. Un jour, j'ai vu des ronds de cuir critiquer les Gilets jaunes à cause des fautes d'orthographe. Je m'étais dit, mais comment ces ronds de cuir peuvent-ils tomber aussi bas? Honte à eux. Ils n'ont rien à faire du fond, seule la forme les intéresse, juste pour pouvoir critiquer. Ah, les gilets jaunes, vous avez un sacré courage, et vous méritez le plus grand des respects. Donc oui, à vous toutes et tous je vous le dis solennellement, vous méritez toutes et tous le plus grand des respects, de par votre courage et votre ténacité. Macron devrait être fier de vous toutes et tous, au lieu d'envoyer ses policiers pour vous matraquer et vous gazer. Pire, il utilise même la justice pour condamner des gilets jaunes à de la prison, pendant que des centaines de violences policières sont couvertes par l'État et donc non punies par cette même justice. En écrivant ces quelques mots, une idée vient de me traverser l'esprit. Pourquoi ne pas traîner les responsables de tout ce gâchis devant la Cour pénale internationale de la Haye pour crime d'agression contre son propre peuple? Oui, faire avec Macron, Castaner et Édouard Philippe, comme on fait avec les présidents africains lorsqu'ils font du mal à leur peuple. Peut-être qu'en répondant de leurs actes ignobles, ils finiront par comprendre. Mais surtout, que ça puisse servir de leçon à tous les gouvernants, comme quoi, s'attaquer à son peuple, au lieu d'avoir un dialogue constructif, au XXIe siècle, c'est devenu un crime. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Chez nous, l'éducation existe déjà, mais je pense que ça ne suffit plus. Donc si on remplaçait l'éducation par, ouvrez les guillemets, la diversité du savoir et le droit à l'esprit critique, fermez les guillemets, et qu'on remplace aussi le monde par les pays occidentaux, je pense que ça nous correspondrait un peu mieux. Voyons ça. Avec cette présentation, nous participons pleinement à l'essor de la diversité du savoir et au développement de l'esprit critique, dans le bon sens du terme. Car on doit pouvoir manifester notre désaccord avec le gouvernement sans craindre des provocations pour finalement être matraqué et gazé. L'écoute, le respect et la dignité doivent être la base de toute harmonie en société.
Mais quand le gouvernement Macron n'écoute pas, qu'il manque de respect et qu'il fait tout pour harceler et humilier sa propre population avec l'aide des policiers et de la justice, alors le gouvernement mène le pays vers un État policier à la limite d'une dictature. Pour moi, un État policier est un gouvernement qui ne dépend, pour sa survie, que de la violence de la police au lieu de dialoguer comme il se doit. Par contre, une dictature, c'est comme en Chine, où des citoyens qui sont pour la démocratie ou qui dénoncent des dysfonctionnements sont enlevés, puis soit ils réapparaissent complètement changés, soit ils meurent sous la torture, soit ils sont tout simplement assassinés. Les manifestations sont généralement réprimées à balles réelles et ou avec des tanks, comme à la place Tiananmen, et comme ils s'apprêtaient à faire à Hong Kong. Ceci étant dit, je peux comprendre que les gens puissent avoir le sentiment d'un État dictatorial en France. La souffrance extrême, encourue par la population française, ayant été d'une telle ampleur, et comme ça continue, et malheureusement ça risque encore de continuer, jusqu'au jour où les Gilets jaunes prendront le pouvoir. Il m'a paru nécessaire de mettre en avant ce que sont réellement les Gilets jaunes. L'intelligence collective, capable d'humaniser l'humanité et la société. C'est ça, ce que les Gilets jaunes cherchent à obtenir. J'aime bien cette humanisation de l'humanité. On en a un grand besoin, et seuls les Gilets jaunes peuvent nous l'apporter. Alors, restons unis, et allons de l'avant, avec des dialogues et attitudes constructives entre nous, et le respect des mouvements populaires. Les Gilets jaunes sont le nouveau monde de demain, pour nous, pour l'ensemble du monde, et pour les générations futures. Tout le monde sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs ou influencée par ceux qui détiennent le pouvoir. L'histoire écrite par le gouvernement Macron sera la violence des Gilets jaunes. Mais heureusement que les Gilets jaunes sont là et que leur histoire sera la lutte pour la dignité des travailleurs et pour un monde meilleur contre vents et marées. Et ce, même si Macron ne veut pas. Dans Germinal, on apprend que la France a fait appel à l'armée belge pour tirer sur les manifestants qui ne faisaient que de demander leur droit à vivre dans de meilleures conditions. Même si en son temps, les grévistes étaient traités de terroristes ou de communistes, avec le temps, on s'est bien rendu compte qu'ils étaient dans leurs droits et que c'est aussi grâce à eux que nous avons obtenu des lois qui nous protègent. Que Macron veuille détricoter tous ces acquis est une aberration absolue, mais aussi une insulte à l'histoire et à tous les gens qui ont tant souffert. La France est déjà la mère des droits humains. Elle peut parfaitement devenir la mère de la vraie démocratie. Oui, vous l'avez déjà prouvé et vous êtes en train de le prouver à nouveau. Alors continuons et ne baissons pas les bras, ne lâchons rien. Voilà, nous approchons de la fin de cette présentation. La première des conclusions pourrait être un peu polémique, mais je pense qu'il est temps d'accepter notre destin. Osons prendre notre courage à deux mains et affrontons cette évidence qui va de toute manière devoir se réaliser un jour ou l'autre. Mais le plus tôt sera le mieux. Alors allons-y et acceptons de prendre à bras le corps notre destin en main.
C'est justement pour ça qu'il y a tant de violence envers les gilets jaunes. Car le gouvernement a très vite compris que ce que veut vraiment la population ne pourra se faire que par un changement de système politique en profondeur. C'est à partir de ce moment que les médias de masse ont dû recevoir l'ordre des propriétaires et du gouvernement de tout faire pour dénigrer le mouvement. Puis, à partir de juillet 2019, ils ont dû recevoir l'ordre d'ignorer les gilets jaunes. À tel point que je suis stupéfait de rencontrer autant de gens qui croient que les mouvements des gilets jaunes, c'est fini. En raison de l'attitude des médias dominants, je pense qu'une grande majorité des Français sont dans l'ignorance de ce que veulent vraiment les gilets jaunes. Si l'on veut réussir à communiquer notre volonté d'améliorer la vie de toutes les Françaises et les Français, nous devons de participer au présidentiel. Et là, on pourra enfin démontrer à la France entière qu'avec le changement de système et l'utilisation de l'intelligence collective, on pourra donner l'espoir à la population, comme quoi des jours meilleurs sont réellement possibles. Le peuple comprendra facilement qu'en se prenant en main, tout deviendra réalisable. Cette vision permettra de mettre la population au cœur de la politique. Ce ne seront plus des promesses en l'air, mais une réalité où la population se prendra en main par elle-même. Il faut bien avoir en tête qu'en participant au présidentiel, les grands groupes de presse seront obligés de nous donner la parole. Car, comme les temps de parole doivent être équivalents aux autres candidats, notre présence dans les grands médias permettra enfin au peuple français de savoir ce que proposent vraiment les gilets jaunes. Aux yeux des Françaises et des Français, nous ne serons plus des violents, mais des constructeurs d'un avenir meilleur, pour la dignité des travailleurs et pour le peuple par le peuple. Nous devons donc commencer dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Il y a urgence, car la France est devenue un État policier répressif, sous Macron. On se doit de réussir à gagner les présidentielles, avant que le pays ne devienne une dictature comme en Russie, ou en Turquie. Si Macron viendrait à gagner les présidentielles, il nous a déjà prouvé sa capacité à modifier les lois, pour que la France devienne un État policier, ou que ce soit Madame Le Pen, ou M.R. Mélenchon qui gagnent, tous trois sont capables de modifier encore plus les lois, pour transformer le pays en une dictature. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais c'est parfaitement du domaine du possible. C'est donc aux Gilets jaunes de relever le défi, pour vaincre et éviter le pire. Car si le pays devient réellement une dictature, ce sera bien plus difficile de gagner des présidentielles. On le voit très bien avec la Russie. J'imagine que les jours heureux, ça vous parle. Dans une société où l'intelligence collective prédomine sur le politique, ça ne peut donner que des points positifs pour la population. Tout le monde a droit à la sécurité que chacune et chacun mérite, l'espoir de jours heureux et la vie que tout être vivant mérite, aussi bien pour nous, nos frères et sœurs du monde animal et nos amis bien-aimés du monde des plantes. L'exemple d'une démocratie horizontale réussie nous vient de Marinaleda, ce village de 2700 âmes en Andalousie, Espagne. Ça fait plus de 40 ans que ce village vit une vraie démocratie horizontale. Et pourtant, la lutte continue face à un État qui fut férocement oppressif et qui continue à mettre les bâtons dans les roues chaque fois qu'il peut. Ce qui a permis à ce village de débloquer la situation face à l'État, ce fut l'arrivée de l'exposition universelle de Séville. Aucun membre des différents gouvernements ne voulait même pas imaginer une quelconque manifestation de la part de ce village. En France, il y aura les Jeux olympiques
de 2024 qui pourrait nous servir. La peur des blocages pourrait enfin décider le pouvoir à nous écouter, à enfin écouter son peuple et d'accepter de créer la 6ème République pour y inclure un changement de système politique fort, comme celui que vous venez de voir. Là aussi, aucun membre du gouvernement ne voudrait des manifestations et des blocages de la part du peuple français durant les Jeux. Autre possibilité, gagnons simplement les présidentielles. Pourquoi pas un dernier mot pour la route, ou plutôt un nouveau slogan qui pourrait être « Soyons dans la résistance et non dans la collaboration ». En sous-entendant, mais vous l'aurez sûrement compris, soyons dans la résistance pour créer le nouveau monde ou nouveau système politique, et non dans la collaboration avec la Macronie de l'ancien monde, ou l'ancien système politico-politicien. Sur ce, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre écoute, et à toutes, je vous embrasse, et à tous, je vous salue. Si vous le désirez, je vous suggère une mini-séance de relaxation pour repenser à ce que vous venez de voir. Calme, tranquille, détendu. Calme, tranquille, détendu.